Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, un peu différente, parce que j'avais envie de parler avec vous de l'attaque qu'il y a eu sur Kiev cette nuit et sur l'ensemble du territoire ukrainien, et de vous parler de mon ressenti, parce que j'habite à Kiev et j'ai passé la nuit aux abris. Et bien sûr, sur cette vidéo, je vais parler de mon ressenti, mais aussi on va essayer d'un peu analyser tout ça de manière un peu plus générale. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Joseph Roche, je suis correspondant en Ukraine depuis mars 2022. Et sur cette chaîne, je parle de politique et de géopolitique, mais surtout d'Ukraine, même si je parle bien sûr d'autres sujets. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Alors tout d'abord, j'ai envie de parler de mon expérience, de mon ressenti. Il se trouve que j'étais relativement malade. Je reviens d'une série de reportages dans l'oblast de Kharkiv. Et je pense que, là-bas, j'ai pas beaucoup dormi parce qu'il y a eu beaucoup d'attaques, notamment des attaques de missiles balistiques sur Kharkiv la semaine dernière. Et j'ai passé plus ou moins 3 nuits là-bas sans vraiment bien dormir, et notamment une nuit dans le train qui n'a pas été très fructueuse. Je dors en général pas très bien dans les trains. Mais je suis revenu, j'étais malade comme un chien et j'étais juste cloué au lit. Et cette nuit, à 1 h du matin, on a été réveillé par l'alarme anti-aérienne. Et l'alarme anti-aérienne, c'est quelque chose de très courant. On l'a 2, 3 fois par jour en général. Et on l'a une fois par nuit. Et du coup, j'avais pas forcément prévu d'aller aux abris parce que moi, j'habite dans un petit appartement soviétique, ce qu'on appelle une Stalinka, donc les appartements qui ont été construits sous Staline. Et ce ne sont pas les grands bars d'immeubles Khrouchtchevka, construits sous Khrouchtchev, mais les petites Stalinka. Et il n'y a pas forcément d'abri là-bas, malheureusement. Et le seul abri qu'il y a, c'est le métro. Mais du coup, dès qu'il y a eu l'alarme anti-aérienne, moi, j'ai été réveillé directement par une première explosion. Une explosion, mais comme j'en ai rarement entendu depuis que je suis correspondant ici, euh, et que ce soit à Kiev, que ce soit dans le Donbass, que ce soit à Kharkiv, etc., Zaporizhia. Et la première explosion a fait pratiquement sauter mon appartement. Alors les vitres n'ont pas explosé ni rien, etc. Hein, mais j'ai pu vraiment sentir l'onde de choc frapper l'ensemble du quartier parce qu'en fait, euh, le quartier juste à côté de là où j'habite, à grosso modo 10 minutes en voiture, les Russes ont frappé un missile balistique sur une barre d'immeubles de civils. Pour l'instant, le bilan est de 10 morts et une soixantaine de blessés. Il n'y avait pas d'objets militaires que je sache dans cette partie de Kiev. Il y en a dans d'autres parties de Kiev, notamment Lukanivka, mais pas là-bas. Et c'est pour ça que l'onde de choc a été aussi violente. Et la première onde de choc s'est suivie d'une deuxième attaque, troisième attaque, quatrième attaque, cinquième attaque. Moi, j'en ai décompté, on va dire, 8, 9, sans parler des drones. On pouvait entendre les drones autour de nous. Et en fait, ce qu'on fait en général dans ce genre de situation, c'est qu'on monitore les chaînes Telegram, parce que les chaînes Telegram, comme vous pouvez voir ici sur l'écran, nous indiquent plus ou moins de la trajectoire des missiles, quel type de missiles on a, etc. Si ce sont des drones, en général, on ne va pas forcément aux abris, mais quand c'est des missiles balistiques, sauf que là, c'était missile balistique sur missile balistique sur missile balistique, et toute la carte de l'Ukraine sur l'application AirRaid était en rouge. Et du coup, moi, ce que j'ai fait, enfin, ce que je fais dans ce genre de situation, c'est la première chose, c'est d'aller dans la salle de bain, parce qu'on se met dans la baignoire, c'est un endroit relativement safe. Mais là, c'était tellement violent, tellement fort que j'ai attendu, enfin je suis parti au premier étage. Alors pas que ça sert à grand chose, il y a 2 étages dans mon appartement, c'est une petite maison. Pas que ça sert à grand chose, mais bon, moi je me sentais un peu pris comme un rat, sans vraiment savoir quoi faire. On ne pouvait pas courir dehors aux abris parce qu'il y avait encore des attaques. Du coup, si par exemple un drone Shahid est explosé par le Air Defense System, pardon, par le système de défense antiaérien, on n'est pas à l'abri de se prendre je sais pas, une aile dans la gueule, etc. Donc en général, c'est quand même déconseillé de courir. Mais en monitorant, j'ai vu à un moment qu'il y avait une pause et qu'il y avait une deuxième vague qui arrivait. Et c'est à ce moment-là que moi j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai couru avec 39 de fièvre. Mais je pense que l'adrénaline a eu raison de ma fièvre, donc je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Au moins l'aspect positif des choses. Mais j'ai tapé mon plus beau sprint jusqu'à la prochaine station de métro. J'habite dans le district de Nivki, donc je suis allé à la station de métro de Nivki. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant d'Ukrainiens dans les abris. On était une centaine rien que dans la station de Nivki. Et les gens sortent
matelas, leurs chaises de camping, euh, ils dorment même le sol, etc., etc. Des femmes, des enfants, ils prennent leurs chats, leurs chiens, etc. Et là, c'était plus ou moins à 2 heures du mat que je suis allé aux abris. Et ça a duré jusqu'à 5 heures, 6 heures du mat. On a entendu encore d'autres explosions, etc. Mais quand on est dans les abris, en général, c'est quand même relativement safe. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est que c'est intéressant que ça arrive au moment où Donald Trump dit vouloir reconnaître la Crimée. Et en fait, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment symptomatique. Reconnaître la Crimée comme étant russe, je m'entends. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment symptomatique de la manière dont les Russes négocient. C'est que pour eux, la désescalade, c'est l'escalade. C'est que si on leur donne un doigt, ils vont prendre le bras. Si on leur donne le bras, ils vont tout bouffer. Et étant donné que les Russes se sentent en confiance, parce qu'il faut comprendre cette attaque sous plusieurs aspects selon moi. Le premier aspect, c'est que les Ukrainiens vont commencer à manquer dans les mois à venir de systèmes de défense antiaérien. Et malheureusement, les Ukrainiens ont besoin de systèmes patriotes pour arrêter certains types de missiles. D'autres systèmes de défense antiaérien, notamment le Mamba Santé, peut arrêter d'autres types de missiles. Mais je ne me rappelle plus quel type de missile exactement, mais il faut des patriotes. Et Donald Trump a refusé d'en vendre à l'Ukraine. Et étant donné qu'il a un peu le monopole dessus, je pense qu'il peut empêcher les pays qui ont acheté des patriotes d'en donner à l'Ukraine. Donc ça, c'est le premier point, affaiblir au maximum le système de défense antiaérien. Le deuxième aspect, le deuxième point d'analyse selon moi, c'est que euh, les Russes ont tendance à monter en pression, à monter en cadence lorsqu'il y a des négociations. C'est quelque chose qu'on avait vu déjà à l'époque stalinienne, lors par exemple de la bataille de Berlin, où au lieu de négocier, enfin c'est ce que faisait Staline, c'est que les Alliés voulaient éviter au maximum que les Russes, enfin les Soviétiques, pardon, s'emparent de Berlin. Et Staline, pendant les négociations avec les Alliés sur le statut de Berlin, a envoyé son armée avec Zhukov à fond de balle pour essayer de prendre la ville, parce que c'est ce que dit Staline, c'est que voilà, ce qui décide, c'est le terrain, et c'est rien d'autre que le terrain. Et ce qui n'est pas faux d'ailleurs. C'est pour ça que les Russes, du coup, montent en cadence aussi bien sur la ligne de front. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose, je dirais. J'étais dans l'est de l'Ukraine, à Kharkiv, la semaine dernière, et les soldats étaient quand même plus confiants que l'année dernière, lors de la contre-offensive de 2024. Donc on va voir ce que ça va donner, mais oui, les Russes sont en pleine cadence, aussi bien sur le secteur de Liman que sur le secteur de Torez, que sur le secteur à Soumy et à Kharkiv, et aussi dans l'oblast de Zaporizhzhia, sans que pour l'instant il y ait vraiment beaucoup de mouvements. Il y a eu des petits mouvements à Liman, mais il faut voir ce que ça va donner, étant donné que voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Les Russes font quand même face à beaucoup de problèmes, aussi bien logistiques, humains aussi bien sûr, et les Ukrainiens ont quand même une défense relativement solide avec des drones opérateurs assez efficaces, étant donné que maintenant on estime que 70% des pertes sur le champ de bataille sont dues à la guerre des drones. Euh, et par conséquent, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, la deuxième raison qui explique cette attaque, c'est que quand on négocie, on monte en cadence. C'est ce qui s'est passé aussi pendant Minsk 1 et Minsk 2, lors de la bataille de Debaltseve, où Poutine mettait pression sur l'armée ukrainienne pour les forcer à un compromis lors de Minsk 1 et Minsk 2. Un compromis qui était complètement impossible et inacceptable pour les Ukrainiens, mais qui a été signé sous la pression avec le couteau sous la gorge. Et c'est ce qui se passe actuellement. Moi, je suis correspondant, comme je l'ai dit, depuis 3 ans en Ukraine. J'ai jamais vu une telle intensité depuis un mois. Attaque sur Kryvyi, attaque sur Kharkiv, attaque sur Soumy, etc., etc. Attaque sur Kiev cette nuit. Et de mémoire de Kievien, j'en discutais avec des amis. Je pense qu'on n'a pas vu d'attaque aussi violente depuis. Je pense que c'est l'attaque la plus violente, pour moi en tout cas. Et quand j'en discute avec des amis, oui, ça fait partie des attaques les plus violentes sur Kiev depuis juillet, ça c'est indéniable. Et je pense que juillet, c'était incomparable à ce qu'on a eu cette nuit. Et ça s'inscrit, je pense, vraiment dans cette cadence de mettre la pression sur l'Ukraine, la pousser à la table des négociations. Et le troisième aspect dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus aucune responsabilité de la part des Russes. Les Russes ne sont plus tenus responsables de ce qu'ils font, parce que chaque fois qu'ils attaquent depuis un mois, l'administration Trump détourne les yeux. Lors de Kryvyi, ils n'ont rien dit, ni J.D. Vance, ni Trump n'a rien dit, et même l'ambassadrice américaine en Ukraine, qui a démissionné d'ailleurs il y a quelques semaines, il y a 2 semaines,
lors de l'attaque sur Kryvyi Rih, n'a pas parlé ou n'a pas condamné les Russes. Lors de l'attaque sur Soumy, Trump a dit que c'était une erreur, que les Russes lui avaient dit que c'était une erreur, etc. etc. Sur Kharkiv, alors il n'a rien dit. Et là, l'attaque sur Kiev, pour l'instant, il n'y a eu aucune déclaration. Et le seul tweet qu'on a vu pour l'instant d'un haut responsable sur l'Ukraine, c'est celui de J.D. Vance qui a simplement retweeté le tweet de Trump, qui grosso modo accuse l'Ukraine d'être responsable de la guerre, etc., etc. Donc une inversion des valeurs totale. Et du coup, bah, ça laisse un champ libre total pour les Russes. C'est un boulevard pour eux, parce qu'ils peuvent attaquer de manière sans aucune impunité. Si les gendarmes du monde qui étaient l'Amérique encouragent presque en disant voilà, c'est à cause de Zelensky, c'est à cause de l'Ukraine qui a la guerre, etc., etc. Pour eux, c'est un boulevard total pour attaquer, continuer à attaquer. Et la quatrième clé d'analyse, selon moi, comme je le disais au début, c'est que étant donné que l'Amérique est sur le point de reconnaître la Crimée comme étant russe, pour eux, c'est une invitation à plus attaquer. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que un gars comme Poutine, un dictateur, un impérialiste, si on ne lui offre aucune résistance, il va continuer à attaquer. Et c'est seulement au moment où on lui impose une forme de résistance qu'il s'arrête. Et c'est assez logique. Regardez par exemple, ils ont pris la Crimée. Il n'y a pas eu énormément de résistance. Les Ukrainiens n'avaient pas suffisamment d'hommes ou une armée suffisamment valide que pour pouvoir se battre pour la Crimée. Les Américains et les Européens ont condamné du bout des doigts en faisant 2-3 sanctions à droite et à gauche. Bah, ça a ouvert directement vers la guerre de 2022. Et d'ailleurs, si on a envie de remonter, on peut remonter déjà la Tchétchénie, puis la Géorgie, puis la Moldavie, puis la Syrie. À partir du moment où en fait, on n'oppose pas une véritable résistance, et la résistance, elle se fait simplement par des armes. Malheureusement, des gens comme Poutine ne comprennent que la violence, que la guerre, et tant qu'on ne combat pas la Russie avec ses propres armes, elle va continuer à attaquer. Donc, bien sûr, pour moi, c'est presque logique. Les États-Unis offrent la Crimée sur un plateau d'argent aux Russes. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient là? Tout simplement. Je ne dis pas qu'ils ont l'avantage sur le champ de bataille, mais bon, voilà, le champ de bataille est toujours compliqué aussi bien pour les Russes que pour les Ukrainiens. Ils voient que l'administration Trump est en train de se désintéresser de l'Ukraine et est prêt à vendre l'Ukraine pour 3 fois rien. Pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient? Après, bien sûr, ça va à l'intérêt des intérêts géostratégiques des États-Unis, mais bon, quand je vois comment les États-Unis gèrent leur politique étrangère et leur politique domestique, c'est à se demander s'il n'y a pas une volonté de se saboter soi-même. Mais voilà, après, c'est pas non plus quelque chose qui est profondément dramatique. L'armée ukrainienne tient toujours la route, les Européens montent en puissance, il y a un soutien accru et les Américains ne sont pas aussi décisifs dans l'équation qu'ils pensent l'être. Mais voilà, c'est un peu mon analyse et mon ressenti des choses. C'est une analyse à chaud, donc si elle vous a plu, j'espère que vous vous abonnerez. Et moi, de mon côté, je vous tiens au courant de la situation. Aussi, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube, donc merci beaucoup. Et je vais bientôt faire une FAQ pour les 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner et aussi poser des questions en FAQ. Me poser des questions sur mon métier, sur qui je suis aussi, mes études. Je prendrai un plaisir à y répondre et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.